Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Il y a un peu plus de 2 mois, Gabriel Attal faisait son entrée à Matignon. À cette occasion, La Loupe s'était invitée discrètement dans une réunion du service politique de l'Express et je me souviens qu'Olivier Perroux, mon collègue qui suit la gauche et l'exécutif, disait ceci. Gabriel Attal, c'est surtout et avant tout un pur produit d'Emmanuel Macron. Et je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est vraiment le pur jus bébé Macron. Sur le papier, Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont beaucoup de points communs, un appétit certain pour la communication, une volonté affichée de dépasser les clivages politiques, y compris au sein de leur majorité, et de très grandes ambitions qui ont fait d'eux le plus jeune couple exécutif de la Ve République. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que le président et son héritier pas encore tout à fait désigné s'entendent à merveille, mais 2 mois plus tard, ce n'est pas vraiment le cas. Depuis quelques semaines, les cercles rapprochés des 2 hommes s'agitent et les premières tensions affleurent. Macron-Attal, une rivalité inévitable, c'est l'enquête en une de l'Express qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Pour décortiquer la relation entre les 2 têtes de l'exécutif, j'ai avec moi les 2 têtes du service politique de l'Express, Laureline Dupont et Éric Mandonnet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc enquêté pour dresser un premier bilan des relations de ce nouveau binôme et vous avez échangé avec des sources proches des 2 hommes. À quoi on les aperçoit, ces petites tensions entre eux ? Évidemment, dans les discours officiels, tout va bien, tout va pour le mieux. Dans le meilleur des mondes, entre Attal et Macron, on ne cesse de parler de fluidité de la relation entre les 2 hommes. Souvenez-vous, on avait parlé à l'époque d'Édouard Philippe, de la fameuse feuille de papier à cigarette qu'on ne pouvait même pas passer entre les 2 hommes, et on sait comment ça s'est terminé. Plus Attal dit qu'il doit tout à Macron, plus il faut se méfier. Oui, et pourtant, on sent quand même qu'il y a quelques signes d'agacement d'un côté comme de l'autre du duo. Alors récemment, des proches d'Emmanuel Macron nous racontaient qu'ils avaient entendu que certains dans l'entourage du Premier ministre parlaient de cirque autour d'Emmanuel Macron, évoquaient aussi le fait que le président aurait un peu perdu sa rationalité. Alors évidemment, ce type de commentaires, ça exaspère l'Élysée, à tel point qu'une émissaire aurait été envoyée discrètement, évidemment, pour prendre la température et vérifier que du côté de Gabriel Attal, ce genre de commérage n'était pas répandu. Et naturellement, le Premier ministre a évidemment assuré cet émissaire de sa fidélité au chef de l'État. Laureline, qu'est-ce qui est sous-entendu par ces termes de cirque autour du président ? Alors, quand il est question de cirque, on pense évidemment à tous ceux qui gravitent dans l'entourage d'Emmanuel Macron, tous ceux qui le conseillent et qui l'encouragent à décider seul, à décider en laissant évidemment peu de marge à son nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Alors, un bon exemple de ça, c'est la formation du dernier gouvernement. Il n'aura échappé à personne que ça a pris beaucoup de temps. Gabriel Attal a été nommé le 9 janvier, on le rappelle. Une première partie du gouvernement a, elle, été nommée le 11 janvier. Et puis ensuite, on a attendu 1 mois avant qu'arrive la suite du gouvernement. La constitution donc, de cet exécutif a pris du temps parce que Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont joué aux échecs avec les futurs ministres. C'est-à-dire que chacun a essayé de pousser ses pions. Gabriel Attal a obtenu quelques victoires. On pense par exemple à François Bayrou qui est pressenti pour reprendre le ministère de l'Éducation nationale et finalement n'obtient rien. Mais il a aussi dû essuyer... alors, c'est peut-être excessif de parler d'échecs, mais par exemple, dans le cas d'Amélie Oudéa-Castéra qui était à l'Éducation nationale, Gabriel Attal n'en voulait plus suite à tous les couacs qui ont eu lieu. Il n'en voulait plus à l'Éducation nationale, mais il n'en voulait plus du tout. Emmanuel Macron, lui, voulait qu'elle reste au sport, et finalement, elle reste au sport. Parce que la règle, quand même, dans la formation d'un gouvernement, c'est que c'est le président qui a le dernier mot. Rachida Dati, Gabriel Attal découvre l'existence de la possibilité ou de la probabilité de sa nomination en cours de route. Le président impose ses vues, mais ce qui était intéressant, c'est que on a déjà vu l'esquisse d'une compétition entre les 2 hommes, d'autant plus que l'Élysée a vite accusé Matignon d'expliquer à tous les députés que si on avait seulement écouté Matignon, évidemment, ils auraient été ministres. Il y en aurait eu, dans ce cas-là, 94 à peu près, mais que malheureusement, l'Élysée avait dit non. Avec la formation du gouvernement, Gabriel Attal semble donc avoir perdu une bataille, mais est-ce qu'il a vraiment perdu la guerre ?
Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire et effectivement, je n'enterrerai pas Gabriel Attal parce que sa nomination, c'est quand même une nomination qui est à double tranchant pour Emmanuel Macron. On sait que les deux hommes se ressemblent, qu'ils ont en commun d'être extrêmement politiques, d'être aussi très soucieux de développer des moyens de communication modernes. Donc, Gabriel Attal, finalement, on peut dire que c'est une espèce de mini-moi d'Emmanuel Macron. Et en même temps, il est beaucoup plus haut dans les sondages, en tout cas pour ce qui concerne sa popularité. Et donc, c'est un peu comme s'il apportait quelque chose de neuf à ce second quinquennat. Et ça, évidemment, ça fait très peur à Emmanuel Macron qui ne peut pas se représenter en 2027. D'ailleurs, un de ses conseillers l'a prévenu en lui disant, en nommant Gabriel Attal à Matignon, « Attention, tu risques de te ringardiser ». Laureline, mise à part dans les enquêtes de popularité, comment Gabriel Attal pourrait-il s'y prendre pour ringardiser Emmanuel Macron ? Alors, clairement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est à son utilisation des réseaux sociaux. Il a encore plus qu'Emmanuel Macron les codes des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Twitter, de TikTok. Il est aussi beaucoup plus à l'aise dans le contact avec les gens. Quelque chose a frappé un proche d'Emmanuel Macron, c'est que Gabriel Attal, quand il est en déplacement et que les gens lui tendent leur téléphone pour prendre une photo avec lui, parfois il se prête au jeu de la photo à deux, mais parfois il prend le téléphone des gens pour faire un selfie de lui tout seul. Donc, ça montre qu'il est à l'aise avec tous les moyens de communication modernes. De même que, parfois, il prend aussi des libertés dans sa façon de communiquer sur le fond. L'exemple qui me vient, c'est le 8 mars, la journée du droit des femmes. Le Premier ministre donne une interview au magazine Elle en prévenant très tardivement l'Élysée. Alors, évidemment, c'est pas un couteau dans le dos d'Emmanuel Macron. Il avait fait de l'égalité femmes-hommes une priorité de son mandat. Mais on va dire que c'est une manière de faire qui a un peu chagriné l'entourage présidentiel qui a tellement l'habitude de tout contrôler que voir cette promotion dans le magazine Elle un peu à la dernière minute, ça les a un peu désemparés, on va dire. Ces derniers jours, on a beaucoup vu Emmanuel Macron sur l'Ukraine, par exemple. On en a parlé dans un précédent épisode, mais aussi à Marseille sur le thème de la drogue. Qu'en est-il de la répartition des tâches entre les deux hommes ? Gabriel Attal a fait un rêve. Le problème, c'est que c'est un rêve. À Emmanuel Macron, le monde. À Gabriel Attal, le pays, la France. Mais avec Emmanuel Macron, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Alors le monde, effectivement, c'est pour lui et pour personne d'autre. Mais la France, il y a eu Marseille, il y a eu ces derniers jours les finances publiques sur lesquelles Macron a sommé son propre gouvernement d'obtenir des résultats. Emmanuel Macron ne veut absolument pas faire un pas ni de côté ni un pas en arrière. Et du coup, les grains de sable dans le fonctionnement au sommet de l'État peuvent exister. Le meilleur exemple, c'est la crise agricole. Pourquoi ça ? Eh bien parce que sur la crise agricole, on a vu tout et son contraire. On a vu Gabriel Attal envoyé en première ligne pour apaiser les agriculteurs. Il annonce des mesures, il sort un peu le chéquier. Arrive le salon de l'agriculture, et là, qu'est-ce qui se passe ? Celui qui a négocié est accueilli quasiment comme un héros, c'est Gabriel Attal. Celui qui est resté un peu en arrière de la main, c'est Emmanuel Macron. Il va, on se souvient, le samedi, au salon de l'agriculteur, il ne peut pas faire de pas, tellement ça se passe mal. Et là, il y a eu un choc des images très spectaculaires entre le président et le Premier ministre. Et ensuite, de nouveau, confrontation. Il y a eu des aléas entre les deux maisons sur la gestion de la crise agricole. Encore ces derniers jours, l'Élysée, Emmanuel Macron devait présider une réunion sur l'agriculture parce que ça devait être une réunion conclusive. Et finalement, le dossier n'avance pas. La patate chaude a été renvoyée à Matignon et la réunion a eu lieu chez le Premier ministre. Éric Laureline, pour l'instant, ces prémices de tension semblent maîtrisées. Les deux entourages nient toute opposition entre les deux têtes de l'exécutif. Mais est-ce qu'on peut craindre que la situation change ? Évidemment, ne serait-ce qu'à cause des échéances de 2027. Emmanuel Macron donc, ne pourra pas se représenter. Il est évident que dans l'esprit d'Attal, il considère que dans sa nomination, il y a une part de transmission. Alors, je dirais pas jusqu'à dire qu'il imagine que c'est un adoubement, mais en tout cas, il imagine qu'il va en faire un adoubement qui va transformer cet événement en adoubement de la part d'Emmanuel Macron pour pouvoir lui se présenter en 2027. Mais avant ça, il y a les élections européennes de juin et rien ne dit qu'après les élections européennes de juin, Gabriel Attal restera Premier ministre.
Avant de poursuivre cet épisode, je me permets un petit rappel. On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises dans La Loupe, Gabriel Attal a été choisi pour relancer le parti présidentiel avant les élections européennes de juin. L'objectif était de peser face au RN et Jordan Bardella qui font la course en tête. Alors, Laureline, Éric, est-ce que cette stratégie porte ses fruits ? La réponse, c'est non. À l'évidence, non pour le moment. Emmanuel Macron, effectivement, avait le choix. Est-ce qu'il attendait les européennes pour changer de Premier ministre ou est-ce qu'il changeait de Premier ministre plusieurs mois avant pour qu'il y ait un effet Attal ? La certitude, pour le moment, dans les sondages, c'est qu'il n'y a pas d'effet Attal. Le RN est toujours loin devant. Si l'exécutif connaît une déroute, forcément, les regards se tourneront du côté de Matignon. Dans l'attente, on voit bien qu'Emmanuel Macron est tenté lui-même, et c'est un problème forcément qui va se poser dans les prochaines semaines. Il est tenté d'occuper lui-même et seul le haut de l'affiche européenne, parce que Emmanuel Macron considère qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut gagner ces élections européennes. C'est pas Gabriel Attal. Je crois pas que ce soit Valérie Hayé. Je crois pas. Je crois qu'il considère que c'est lui. Oui, et dans ce contexte, c'est important du coup pour Gabriel Attal de se faire voir, d'agir vite, de montrer quand même qu'il est à la manœuvre, qu'il n'est pas qu'un pion sur l'échiquier d'Emmanuel Macron. Et on l'a vu, ça a pu provoquer des tensions avec le président qui, comme vient de le dire Éric, veut rester seul maître des horloges, quoi qu'il arrive. Il y a une interview d'Emmanuel Macron que je souhaitais vous faire écouter. Elle date de décembre dernier, quelques jours à peine avant que Gabriel Attal ne succède à Elisabeth Borne. À l'époque, il est toujours ministre de l'Éducation nationale. Et quand je lui ai confié l'été dernier cette responsabilité, je l'ai fait en sachant que j'avais là un responsable politique, d'abord qui partageait mes combats depuis le début, avait l'énergie, le courage de mener les combats nécessaires. Emmanuel Macron, qui salue ainsi le travail d'un de ses ministres, c'est suffisamment rare pour être souligné. À ce moment-là, on a un peu l'impression qu'il fait de Gabriel Attal son héritier tout désigné. Oui, alors la logique voudrait en effet que l'héritier d'Emmanuel Macron ait le même profil que lui, et donc sur le papier, Attal coche vraiment toutes les cases. Il est politique, on l'a dit, il est très jeune, il est ambitieux, il maîtrise la communication à merveille, il vient des rangs de la gauche, mais il recherche évidemment le dépassement. On l'a vu quand il était ministre de l'Éducation nationale avec la Baïa. Donc quand le président de la République dit ça, on se dit qu'il est dans cette logique de transmission que j'évoquais tout à l'heure. Mais en réalité, plus le temps passe, plus on ressent entre eux une forme de rivalité et je dirais même de jalousie. Dans ce cas, si ce n'est pas Gabriel Attal, qui pourrait être désigné héritier du macronisme ? Bien, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a désigné et héritier du macronisme. Qui désigne ? Ça, c'est un vrai problème parce que au sein de cet axe central, il n'y a pas de processus de désignation et chacun considère précisément qu'il saura être l'héritier du macronisme. Ces derniers jours, on entend beaucoup des gens qui ont un point commun, ils sont tous venus de la droite. Édouard Philippe, ça fait un certain temps. Gérald Darmanin, qui attend son heure. Il sait que pour le moment, la situation n'est pas encore tout à fait mûre, mais l'élection présidentielle n'a pas lieu demain matin, donc ça tombe bien pour lui. Et puis, évidemment, Bruno Le Maire. Et évidemment, lui, il se situe tout à fait dans la ligne présidentielle. Il joue la carte de l'héritier du macronisme. Après, il y a d'autres noms qui circulent. Julien de Normandie, mais il a un problème évidemment de notoriété, même s'il a une fidélité presque personnelle au président. Sébastien Lecornu, tous ces gens-là ne sont pas encore assez identifiés. Et si l'on observe bien dans macronisme, il y a le mot Macron. Ouais, voilà. Et je rebondis sur ce que vient de dire Éric. Effectivement, là, un proche du président nous racontait qu'il lui avait très récemment posé la question qui taraude tout l'entourage présidentiel, à savoir que fait-on au lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2027 ? Et Emmanuel Macron lui a répondu de façon très limpide, eh bien on prépare 2032. C'était pas, il faut quand même se rappeler que jusqu'à présent, dans l'entourage présidentiel, ça n'était pas assumé. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Le président de la République aimerait sans doute se représenter en 2032. Mais si Emmanuel Macron espère se faire réélire en 2032, il faudra quand même que la majorité envoie un candidat pour 2027 qui pourrait, disons, occuper la place en attendant. Ça, c'est une façon de voir les choses. Oui, on peut considérer qu'il faudrait quelqu'un pour chauffer la chaise sans avoir trop d'ambition pour 2032. Donc, ça impliquerait quand même de trouver quelqu'un
qui soit moins jeune que Gabriel Attal. Parce qu'a priori, si un héritier du macronisme l'emporte en 2027, il y a de fortes chances pour qu'il ait envie de retenter sa chance en 2032. En ce sens, un François Bayrou pourrait avoir des atouts aux yeux du président de la République. Donc, on voit bien qu'un jeune loup, entre guillemets, comme Attal, peut devenir un peu le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. Les tensions qui montent doucement entre Matignon et l'Élysée, c'est le récit de Laureline Dupont et Éric Mandonnet à retrouver dans le dernier numéro de l'Express. Merci à tous les deux. Merci et au revoir. Merci. Je rappelle que vous êtes chef du service politique de l'Express et que tous vos récits et vos enquêtes sont disponibles sur l'express.fr. Et pour ne rater aucune actualité politique, chers auditeurs, il suffit de vous abonner à leur newsletter 21h politique directement sur le site du journal. Quant à La Loupe, si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, Deezer, Spotify ou Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Sébastien Salis. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.